Bonjour chers internautes, chers auditeurs, nous allons durant cette vidéo vous parler de l'épistémologie en milieu scolaire et notamment nous allons faire le résumé, présenter dans le cadre d'un devoir sur le cours d'éducation 112 à l'école normale supérieure de Yaoundé, le résumé d'un article intitulé Le rôle de l'épistémologie dans les pratiques d'enseignement. Cet article a été publié en 2008 à l'occasion d'un colloque international à Bordeaux. Il a été produit par des mathématiciens et des didacticiens, parmi lesquels Bruno Damoré, Martha Isabelle, Inès Marazani, Fandino Pinilla, Giorgio Santi et Silvia Sbaragli. Cet article vise à faire comprendre la nécessité, la place ou mieux encore le rôle de l'épistémologie dans la formation des enseignants ou en quoi une formation épistémologique est-elle fondamentale dans la formation des futurs enseignants. De ce fait, plusieurs notions telles que l'épistémologie de l'enseignant, le milieu, les obstacles épistémologiques et les concrets didactiques seront abordés durant cette présentation. En ce qui concerne le résumé proprement dit, l'épistémologie de l'enseignant est un système de conviction de l'enseignant qui influence fortement le processus d'enseignement-apprentissage. En effet, une analyse montre qu'elle est liée aux notions de conviction, de conception, de savoir-faire et de connaissance. On rencontre également l'épistémologie de la société et l'épistémologie scolaire. L'épistémologie scolaire influence les actions de l'enseignant dans la mesure où elle caractérise le choix des savoirs à enseigner, de la méthodologie adoptée ou encore des connaissances qu'on souhaite voir se développer chez l'apprenant. L'épistémologie de la société, quant à elle, renvoie à l'influence que la société a sur les pratiques d'enseignement. Ces deux notions sont donc importantes dans le processus enseignement-apprentissage. Force a été de constater que les conceptions épistémologiques de l'enseignant constituent souvent un frein dans la transmission des savoirs aux apprenants. C'est ainsi qu'on a assisté à une standardisation de l'évaluation qui a conduit de nos jours à une sous-évaluation des apprenants ainsi qu'à une fragmentation des savoirs qui constitue la principale cause des échecs en milieu scolaire. Pour mieux éclaircir l'importance de l'épistémologie de l'enseignant, nous allons par la suite parler de milieux concrets didactiques et obstacles épistémologiques et des convictions erronées de l'enseignant. Alors, commençons par la notion de milieu didactique. La théorie des situations nous apprend que le milieu est primordial lors des enseignements, afin que l'apprenant puisse acquérir des connaissances de manière autonome. Le milieu correspond donc à tout ce qui agit sur la capacité de l'apprenant à comprendre et tout sur quoi il agit pour mieux appréhender des savoirs et développer des connaissances. L'art de l'enseignant consiste donc à établir une relation cohérente entre le milieu et l'apprenant. En effet, si on considère l'exemple des bâtonnets et du comptage, un enfant sait réciter de 1 à 10, mais lorsqu'on dispose devant ce dernier 10 bâtonnets et qu'on lui demande le nombre de bâtonnets qui s'y trouvent, mais qu'il soit incapable de le trouver, on remarque donc que l'enfant sait juste réciter, mais ne sait pas du tout compter. Alors ici, le milieu est en fait l'ensemble des 10 bâtonnets qui représentent le lien qui va favoriser la bonne compréhension de la notion de comptage par l'apprenant. Ensuite, nous avons les obstacles épistémologiques. En effet, selon Rousseau, ces études ont montré l'existence d'obstacles épistémologiques lors des apprentissages en milieu scolaire, contrairement à ce qu'a avancé Gaston Bachelard. Si on considère par exemple le cours sur les entiers naturels et la propriété, selon laquelle tout entier multiplié par son successeur est toujours plus grand que ses derniers. Alors, lorsqu'on arrive à l'ensemble des nombres relatifs, et on considère par exemple 0,55 et 0,56, en faisant par exemple pour l'apprenant a priori, nous avons un nombre et son successeur. En faisant donc le produit de ces deux nombres, on se rend compte que ce nombre est plus petit que ces deux derniers nombres. Cela constitue un obstacle épistémologique dans la mesure où la précédente propriété n'est plus valable sur l'ensemble des nombres relatifs. Un obstacle épistémologique peut être vu comme un savoir qui est vrai dans certains contextes, mais qui s'avère fausse ailleurs. C'est donc une connaissance fausse ou vraie qui peut empêcher la compréhension d'une nouvelle notion par l'apprenant. Parlons ensuite de concret didactique. Selon Ngoy Rousseau, c'est l'ensemble des comportements de l'enseignant qui sont attendus par l'élève et l'ensemble des comportements de l'enseignant qui sont attendus par l'apprenant.
Par exemple, si on considère une famille ayant 2 enfants âgés de 17 et 15 ans respectivement, on demande à un élève quel est l'âge de leur père. La plupart répondent 15 plus 17 qui est égal à 32 ans. Alors, pourquoi? Il y a ici une obligation de donner un résultat et qu'il est unique. Toutes les données pour l'élève doivent être utilisées. L'élève, parfois conscient de l'incohérence, se contente de répondre et cela est donc dû au contrat qu'il existe toujours une solution unique ou encore l'enseignant a l'habitude de faire des sommes, de faire des calculs en utilisant des sommes et donc il doit suivre la même logique que l'enseignant. Dans les contrats didactiques, on retrouve principalement plusieurs causes, parmi lesquelles nous avons la clause d'attente. Ici, dans la clause d'attente, l'enseignant attend une réponse. Il faut pour l'élève toujours fournir un résultat, peu importe la cohérence. Et également, nous avons la clause de la constance. Le contrat didactique est donc une représentation nuisible qui l'emporte sur la raison de l'élève. Enfin, parlons de conviction erronée de l'enseignant. Tout d'abord, parlons des notions de conviction et de conception. De façon simple, une conviction est ce que l'on pense à propos de quelque chose, alors qu'un ensemble de convictions sur quelque chose donne une conception sur la chose. En effet, on constate que les convictions de l'enseignant influencent fortement les convictions de l'apprenant. On a donc le schéma suivant. Une conviction de l'enseignant entraîne une misconception qui est en fait une mauvaise conception. Donc, je me reprends, une conviction de l'enseignant entraîne une misconception de ce dernier qui va ensuite entraîner une misconception de l'apprenant et aboutir à des convictions erronées chez l'apprenant qui est nuisible pour l'acquisition des savoirs et le développement de nouvelles connaissances par l'apprenant. Passons à présent à l'analyse critique de cet article. À travers la lecture de cet article, les auteurs nous ont montré en quoi l'épistémologie de l'enseignant est importante dans les pratiques d'enseignement. Ils ont illustré cela par l'exemple sur les différentes notions épistémologiques abordées telles que le contrat didactique, le milieu, les convictions erronées de l'enseignant. Mais le texte suscite une question essentielle, à savoir comment créer une relation entre le milieu et l'apprenant. La lecture de cet article nous permet de prendre du recul et de mieux aborder diverses notions, mais ne nous fournit pas la réponse à la question précédente. Ce qui nous amène à inviter futurs enseignants que nous sommes à mettre un accent particulier sur la formation en sciences de l'éducation. Merci.